La porte se ferma avec un fracas qui résonna dans la rue déserte. De l'autre côté, deux silhouettes fragiles trébuchèrent sur l'escalier en bois pourri, la pluie glacée de mars transformant leurs cheveux gris en mèches lourdes qui se collaient à leurs visages ridés. Joseph attrapa le bras de Martha lorsqu'elle faillit tomber, ses doigts tremblant non seulement à cause du froid, mais aussi de la douleur qui leur lacérait le cœur à tous les deux. « Maman, papa, s'il vous plaît. » La voix de Martha sortit rauque, presque un murmure avalé par le bruit de la tempête. Elle frappa de nouveau à la porte, les paumes déjà rouges et douloureuses. « Il fait froid. Joseph ne va pas bien. Nous avons juste besoin d'un endroit pour passer la nuit. » Silence. Seulement le martèlement implacable de la pluie sur le toit en tôle de la maison qu'ils avaient eux-mêmes construite, brique après brique, il y a 30 ans. La maison où ils avaient élevé 4 enfants qui n'avaient personne d'autre au monde. Joseph tira doucement la femme par l'épaule. Ses yeux marrons, autrefois brillants et pleins de vie, portaient désormais une tristesse profonde qui semblait l'avoir vieilli de 10 ans en une seule nuit. « Allons-y, Martha. » Ils n'ouvriront pas. C'était la 3e porte. Le 3e rejet. Et il en restait encore une. 6 mois plus tôt, la vie de Joseph et Martha était différente. Pas luxueuse, jamais. Mais digne. Joseph réparait des meubles dans un petit atelier à l'arrière de la maison, ses mains calleuses transformant du bois usé en pièces restaurées qu'il vendait à des prix modestes. Martha s'occupait de potagers communautaires et faisait des gâteaux sur commande pour les fêtes du quartier. Ensemble, ils gagnaient assez pour vivre avec simplicité et aider les voisins lorsque nécessaire. La maison en bois peint en bleu délavé se trouvait dans un quartier ouvrier de Détroit, où les trottoirs avaient des fissures profondes et où les enfants jouaient au ballon sur des terrains vagues. Ce n'était pas le genre d'endroit qui apparaissait dans les magazines, mais il avait une âme. Une histoire. Chaque planche du sol grinçait sous les souvenirs de 4 enfants courant pieds nus, de dîners bruyants autour d'une table ovale, de veillées de Noël illuminées par un sapin décoré d'ornements faits à la main. Thomas, l'aîné, était arrivé le premier. Il avait 8 ans lorsque les services sociaux l'avaient retiré d'une maison où le réfrigérateur restait vide et où les cris duraient toute la nuit. Joseph et Martha étaient jeunes, récemment mariés, sans enfants biologiques. Mais lorsqu'ils virent ce garçon maigre aux yeux effrayés, ils surent que c'était leur destinée. 2 ans plus tard vint Rebecca, puis les jumeaux Daniel et Alicia. Aucun ne partageait le même sang, mais tous reçurent le même amour. Joseph vendait des meubles d'occasion les week-ends pour payer les uniformes scolaires. Martha faisait des doubles services à nettoyer des bureaux pour acheter des livres scolaires. Ils ne prenaient jamais de vacances. Ne changeaient jamais de voiture. Le téléviseur qu'ils avait été acheté d'occasion en 1998 et fonctionnait encore aujourd'hui, avec son image tremblante et tout. Mais les 4 grandirent. Thomas devint ingénieur civil, aujourd'hui il concevait des ponts pour des entreprises multinationales. Rebecca devint chirurgienne, avec son propre cabinet dans un quartier chic. Daniel ouvrit une galerie d'art à Manhattan qui attirait des collectionneurs millionnaires. Alicia était une architecte primée. Ses maisons apparaissaient dans des magazines de design. 4 histoires de réussite. 4 fiertés que Joseph et Martha portaient dans leur cœur comme des médailles invisibles. Jusqu'à ce que la fierté des parents devienne la honte des enfants. Cela commença doucement. Les visites devinrent plus rares. Puis vinrent les excuses. Travail, voyage, engagement. Les appels téléphoniques, autrefois hebdomadaires, devinrent mensuels, puis sporadiques. Lorsqu'ils venaient pour un dîner de Noël ou un anniversaire, ils arrivaient en retard et partaient tôt. Ils regardaient la maison simple avec des expressions que Joseph et Martha faisaient semblant de ne pas remarquer, mais qui faisaient l'effet de coups de couteau silencieux. Rebecca amena son fiancé une fois, un chirurgien plasticien aux cheveux gominés et à la montre étincelante. Il s'assit sur la chaise de la cuisine comme s'il craignait d'attraper une maladie, ne touchant la table que du bout des doigts. « Charmant », dit-il, mais le ton indiquait clairement qu'il pensait le contraire. Rebecca se maria 6 mois plus tard. Joseph et Martha ne furent pas invités. Elle dit que c'était une petite cérémonie intime, seulement famille proche. Thomas cessa d'amener sa femme et les petits-enfants. Il dit que les enfants avaient des allergies, que la maison avait de la moisissure, que c'était dangereux. Martha nettoya chaque recoin avec du désinfectant et de l'eau de javel, enleva chaque tapis, lava chaque rideau. Elle appela pour prévenir. Il dit qu'ils en parleraient plus tard et n'en reparla jamais. Daniel disparut simplement. Il envoyait des messages courts de joyeux anniversaire sur le téléphone, toujours génériques, toujours froids. Quand Joseph appelait, ça tombait sur la messagerie. Quand il insistait, Daniel répondait irrité « Papa, je suis occupé. On se parle après. » Ils ne se parlaient jamais. Alicia fut la pire. Elle, à qui Joseph avait appris à dessiner des plans de maison sur des serviettes en papier quand elle avait 12 ans. Elle,
que Martha berçait les nuits de cauchemar après la perte de sa mère biologique. Alicia apparut un jour avec son mari, un avocat en costume impeccable au sourire de requin. Ils regardèrent la maison, mesurèrent les pièces, parlèrent de valeurs marchandes et de potentiel immobilier comme si Joseph et Martha étaient des meubles usés sur leur chemin. « Vous avez déjà pensé à vendre ?» La question venait d'Alicia, mais semblait répétée de son mari. « Ce terrain vaut de l'argent. Vous pourriez déménager dans un appartement plus petit, plus facile à entretenir. Et il resterait une bonne somme. » Joseph dit non. C'était leur maison. L'endroit où ils avaient construit une famille. Où ils avaient leurs souvenirs. Alicia leva les yeux au ciel. « Les souvenirs ne paient pas les factures, papa. » C'est alors que Joseph eut l'AVC. Il tomba dans l'atelier, en plein milieu d'une réparation, le bois encore dans les mains. Martha appela les 4. Thomas envoya un message disant qu'il paierait l'hôpital. Rebecca indiqua un collègue neurologue mais ne vint pas. Daniel ne répondit même pas. Alicia visita une fois, resta 15 minutes, dit qu'elle avait une réunion. Joseph rentra à la maison avec la moitié du corps affaibli, la parole ralentie, ayant besoin d'aide pour marcher. Martha s'occupait de lui seule, alternant entre lui et le potager, entre les médicaments coûteux et les factures qui arrivaient. Ils vendirent la vieille voiture. Vendirent des outils. Vendirent des meubles que Joseph avait fabriqués de ses propres mains au fil des décennies. Quand l'argent manqua, Martha appela les enfants. Elle demanda de l'aide. Pas beaucoup. Juste assez pour les médicaments du mois. Ce fut alors que tout s'écroula. Les 4 apparurent ensemble pour la première fois depuis des années. Mais ils ne vinrent pas avec des câlins. Ils vinrent avec des papiers. Proposition de vente de la maison. Division anticipée de l'héritage. Procuration pour que Thomas gère l'argent. Pour votre bien, dirent-ils. Pour leur bien à eux, pensèrent Joseph et Martha. Quand ils refusèrent de signer, les visites devinrent des intrusions. Ils arrivaient sans prévenir, fouillaient dans les tiroirs, photographiaient les pièces. Thomas parlait d'interdiction judiciaire. Rebecca mentionna des maisons de retraite. Daniel dit qu'ils étaient trop vieux pour prendre des décisions importantes. Alicia et son mari amenèrent un évaluateur immobilier qui entra sans demander la permission. La nuit de l'incendie, les 4 étaient là. Ils se disputèrent. Crièrent. Thomas jeta les papiers sur la table et dit qu'il reviendrait avec un avocat. Ils partirent en claquant la porte. 1 heure plus tard, un court-circuit dans la vieille installation électrique fit prendre feu à la chambre du fond. Les voisins aidèrent à éteindre, mais la maison devint inhabitable. Fumée, eau, décombres. Et ce fut ainsi que Joseph et Martha se retrouvèrent sous la pluie. Vieux. Malades. Sans toit. Ils frappèrent à la porte de Thomas. Il ouvrit une fente, le visage dur. « Je ne peux pas. Les enfants. Tu comprends ?» Il referma. Chez Rebecca, ce fut pire. Elle n'ouvrit même pas. Elle cria de l'intérieur, « Allez dans un refuge. Je paie. Mais ici, c'est impossible. » Daniel habitait loin, mais ils prirent le bus. Il ouvrit, regarda les 2 trempés, et dit qu'il avait une visite importante, il ne pouvait pas les recevoir. Il offrit $50. Joseph ne prit pas. Ils étaient maintenant devant la maison d'Alicia. Le dernier espoir. La fille cadette que Martha avait tant de fois bercée. Martha frappa. Joseph s'appuya au garde-corps, sa jambe faible cédant. La pluie tombait plus fort. La porte s'ouvrit. Alicia était en peignoir de soie, un verre de vin à la main. Derrière elle, son mari regardait la télévision. « Ma fille. » commença Martha. « Je sais déjà ce que vous allez demander. » La réponse est non. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de mettre en commentaire depuis quelle ville ou pays vous regardez. Alicia croisa les bras, bloquant l'entrée avec son corps. La lumière chaude du salon derrière elle contrastait cruellement avec l'obscurité glacée où Joseph et Martha tremblaient. Vous ne pouvez pas arriver comme ça, sans prévenir. Nous avons une vie. Des responsabilités. Ma fille, la maison a pris feu. La voix de Martha sortit brisée, chaque mot exigeant un effort immense. Nous n'avons nulle part où aller. Juste pour cette nuit. Demain, on s'arrange. S'arranger comment? En vendant la maison, ce que vous auriez dû faire quand on l'a demandé. Alicia fit un pas en arrière, mais pas pour les laisser entrer. Pour s'éloigner. Regardez-vous. Papa tient à peine debout. Vous avez besoin de soins professionnels, pas d'entêtement. Son mari apparut derrière elle, la main sur son épaule dans un geste qui semblait protecteur mais n'était qu'appropriatif. Richard. Avocat d'entreprise, spécialiste pour maximiser les profits et minimiser les pertes. Il traitait les gens comme des tableurs.
Monsieur Joseph, Madame Martha, soyons pratiques. Vous avez un actif précieux qui pourrit. Vous vendez, vous divisez l'argent, vous résolvez la situation. Tout le monde y gagne. Personne ne gagne quand on perd sa maison. Joseph parla lentement, la parole alourdie par l'AVC. Cette maison, c'est notre histoire. L'histoire ne nourrit personne. Richard sortit son portefeuille, en retira quelques billets. 300 $. Suffisant pour un motel correct pendant quelques jours. Utilisez ce temps pour réfléchir clairement. Martha regarda l'argent tendu comme on regarde un serpent. Nous ne voulons pas de votre argent. Nous voulons notre fille. Et moi je veux des parents qui comprennent la raison. Alicia prit l'argent de la main de son mari et le plaça dans la main couverte de boue de Martha. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de l'amour. Le vrai amour doit parfois être dur. Vous nous avez appris ça, vous vous souvenez? Discipline. Responsabilité. La porte se referma avant que Martha puisse rendre l'argent. Joseph et Martha restèrent immobiles sous la pluie qui tombait maintenant en rideau épais. Le froid pénétrait dans les os. L'humidité collait aux vêtements. Mais rien ne faisait plus mal que la solitude absolue d'être entouré d'enfants et pourtant complètement seul. « Allons au refuge de l'église », murmura Joseph, plus pour lui-même que pour Martha. Le père Miguel a toujours laissé la porte ouverte. Ils marchèrent 6 pâtés de maison. Chaque pas de Joseph était une bataille contre la jambe qui n'obéissait plus correctement. Martha le soutenait, mais elle-même avait peu de force. Quand ils arrivèrent, l'église était sombre. Une pancarte sur la porte, refuge transféré à la nouvelle adresse, rue Hawk. Veuillez vous y rendre. Encore 4 pâtés de maison. La pluie diminua en une bruine froide. Martha sentait le corps de Joseph de plus en plus lourd contre le sien. Tiens bon, mon amour. Encore un peu. Le nouveau refuge était un bâtiment de briques rouges avec des fenêtres éclairées. À l'intérieur, l'odeur de soupe et de pain. Des matelas au sol, des familles entassées, des enfants pleurant. Une femme en tablier notait des noms sur une planchette. Il n'y a plus de place aujourd'hui. Revenez demain matin à 7 heures. Les jambes de Martha flanchèrent. Joseph s'appuya contre le mur, respirant difficilement. S'il vous plaît. Mon mari est malade. Nous avons juste besoin d'un coin. La femme les regarda avec une vraie peine. Je sais. Mais nous avons un protocole. Capacité maximale. Sécurité incendie. Si je vous laisse entrer, je dois laisser entrer les 10 autres dehors aussi. Elle montra la fenêtre. Dehors, d'autres silhouettes attendaient sous la pluie. Martha acquiesça. Il n'y avait rien à discuter. Elle prit Joseph par le bras et ils partirent. Ils marchèrent sans but. Passèrent devant des vitrines éclairées de magasins fermés. Devant des restaurants où des gens dînaient à des tables chauffées. Devant un parc où les bancs étaient trop mouillés pour s'asseoir. La ville dormait autour d'eux, indifférente à la souffrance de 2 vieillards à la dérive. Ce fut sous l'auvent d'un magasin de bricolage qu'ils s'arrêtèrent enfin. Joseph glissa contre le mur jusqu'à s'asseoir sur le sol froid. Martha se blottit contre lui, utilisant son propre corps pour le réchauffer. Les vêtements détrempés collaient à leur peau. Le tremblement ne cessait pas. J'ai échoué avec eux. Joseph parla à voix basse, les yeux fixés dans le vide. J'ai tout fait de travers. J'ai créé des gens qui ne savent pas aimer. Tu n'as pas échoué. Ce sont eux qui ont échoué. Martha prit son visage entre ses mains. Tu as été le meilleur père que ces enfants pouvaient avoir. Le problème n'est pas toi. Mais il doit l'être. Parce que si ce n'est pas moi, alors je n'ai aucun contrôle. Et si je n'ai aucun contrôle, je ne peux pas réparer. Sa voix se brisa. Pour la première fois depuis des décennies, Joseph pleura. Des larmes silencieuses glissant sur son visage ridé, se mêlant à la bruine. Martha pleura aussi. Pas seulement pour leur situation, mais pour ce qu'ils avaient perdu sans s'en apercevoir. Ces 4 bébés qu'ils avaient tenus dans leurs bras. Ces enfants auxquels ils avaient appris à faire du vélo, à faire leurs devoirs, à nouer leurs lacets. Ces adolescents nerveux avant le bal de fin d'année. Tout était devenu poussière. Ne restaient que des étrangers bien habillés partageant 0 ADN émotionnel avec eux. Ils s'endormirent là, enlacés, trop épuisés pour sentir le froid. C'est le bruit d'une camionnette s'arrêtant dans la rue qui les réveilla. L'aube se levait. La pluie avait cessé, laissant seulement des flaques et un ciel gris. Un homme descendit du véhicule. Cheveux gris, une 50aine d'années, jean et veste de travail. Il portait une boîte à outils. Il venait ouvrir la boutique. Lorsqu'il vit les deux là, il se figea. « Mon Dieu, depuis combien de temps êtes-vous ici ?» Joseph tenta de se lever,
la dignité luttant contre la faiblesse du corps. Désolé. Nous allons partir. Pas du tout. L'homme posa la boîte et s'agenouilla à côté d'eux. Vous êtes glacé. Vous avez besoin d'aide. Il enleva sa propre veste et la posa sur Martha. Puis aida Joseph à se relever. Je m'appelle Victor. J'ai une pièce à l'arrière avec un chauffage et du café. Venez. Martha allait protester, mais Victor avait déjà ouvert la porte du magasin. À l'intérieur, ça sentait l'huile de machine et le bois. Il les conduisit à une minuscule salle au fond, alluma un radiateur électrique, apporta des couvertures de la camionnette. Restez là. Je vais faire du café. En attendant, Martha regarda autour. La pièce avait une petite table, 2 chaises, un vieux calendrier au mur. Mais ce qui attira son attention fut la photo encadrée. Un jeune couple, un petit garçon entre eux, tous souriant sur une plage. Victor revint avec 2 tasses fumantes. Buvez lentement. C'est chaud. Vous n'avez pas besoin de faire ça, murmura Joseph. Vous ne nous connaissez même pas. Je n'ai pas besoin de connaître quelqu'un pour savoir qu'il souffre. Victor s'assit sur une vieille chaise. Ma mère a vécu quelque chose de semblable. Elle est tombée malade. Mon frère et moi étions trop occupés par nos vies. Quand je m'en suis rendu compte, elle était déjà partie. Morte seule dans un hôpital. Je n'étais pas là. Il désigna la photo. Le petit garçon là, c'était mon fils. Mort dans un accident à 7 ans. Ma femme m'a quitté 1 an après. J'ai appris de la pire façon que le temps est la seule chose qu'on ne récupère jamais. Le silence remplit la pièce. Pas un silence gênant. Un silence où les douleurs invisibles se reconnaissent. Merci, dit Martha, et le mot portait un poids de gratitude qui allait bien au-delà du café chaud. Victor hocha la tête. Maintenant dites-moi ce qui est arrivé. Et ne me dites pas que vous ne voulez pas déranger. Je vous ai offert de l'aide. Vous avez accepté. Alors parlez. Et ils parlèrent. Ils racontèrent les enfants, la maison, l'incendie, les portes fermées. Victor écouta sans interrompre, son visage devenant de plus en plus sérieux. Quand ils eurent fini, il resta silencieux un long moment. Puis il posa une question inattendue. « Joseph, tu as dit que tu travaillais avec des meubles. Quel genre ? Restauration. Réparation. Parfois je fais des pièces sur mesure. » Joseph ne comprenait pas pourquoi c'était important maintenant. « Tu as des photos de ton travail. » Sur mon téléphone. Quelques-unes. Joseph sortit l'appareil vieillissant, montra les images. Des chaises qu'il avait restaurées. Des tables qu'il avait construites. Une étagère en chêne qui lui avait pris 3 mois. Victor agrandit les photos, étudia chaque détail. Son expression changea. « Joseph, tu sais ce que tu as là. Du bois vieux devenu neuf. Non. Tu as de l'art. Du travail de maître. Ces assemblages, cette finition. » Victor secoua la tête, impressionné. « Je travaille la menuiserie depuis 30 ans. Je reconnais la qualité quand je la vois. Et ceci est exceptionnel. » Victor agrandit à nouveau la photo d'une chaise en particulier. Elle était en acajou sombre, avec des sculptures délicates sur les accoudoirs et des assemblages parfaits. Où avez-vous appris ça? Joseph haussa les épaules. Tout seul. Des livres de la bibliothèque. Essais et erreurs. J'ai fait ça pendant 40 ans. 40 ans. Victor se gratta le menton, pensif. Vous en avez vendu beaucoup? Quelques-unes. La plupart, je les donnais ou je les utilisais à la maison. Il n'y avait pas de marché pour ce genre de travail dans le quartier. Les gens avaient besoin de meubles bon marché, pas artisanaux. Victor se leva, marcha jusqu'à une étagère et revint avec un vieux ordinateur portable. Il tapa quelque chose, puis tourna l'écran vers Joseph et Martha. C'était un site d'enchères. Une chaise semblable à celle que Joseph avait fabriquée se vendait 12 000 $. Artisanat traditionnel américain. Technique en voie de disparition. Les collectionneurs paient des fortunes pour ça. Victor montra une autre pièce. 17 000. Une autre. 23 000. Vous ne fabriquiez pas des meubles, Joseph. Vous créiez du patrimoine. Martha porta la main à sa bouche. Joseph pâlit. Ça ne peut pas être vrai. C'est plus que vrai. Et je parie que vos enfants n'ont aucune idée de ce qu'ils ont détruit dans cet incendie. Victor referma l'ordinateur. Combien de pièces avez-vous? Avait. La plupart ont brûlé. Joseph sentit un nouveau poids dans sa poitrine. Il n'avait pas seulement perdu la maison. Il avait perdu des décennies de travail. J'en ai sauvé quelques-unes. Les voisins ont aidé à sortir ce qu'ils pouvaient.
Tout est empilé dans la cour, couvert d'une bâche. Nous devons voir ça. Maintenant. Victor prenait déjà les clés du pick-up. Si quelque chose est récupérable, on peut complètement changer votre situation. Ils retournèrent à la maison incendiée. La lumière du jour révélait la destruction que la nuit avait cachée. L'arrière était carbonisé, le toit s'était effondré, les fenêtres étaient brisées. Mais la structure principale avait résisté. Et dans la cour, sous des bâches bleues attachées avec de la corde, des meubles étaient entassés sans soin. Victor commença à examiner pièce par pièce. Une table de salle à manger. 2 commodes. Un meuble d'angle. Un bureau. 6 chaises. Chaque objet couvert de suie et d'eau, mais structurellement intact. Il prenait des photos, notait des détails dans un petit carnet. Ça vaut facilement 80 000 $. Peut-être plus si on restaure correctement. Il regarda Joseph avec un respect sincère. « Vous êtes un artiste, mon gars. Un maître artisan. Et vous ne le saviez même pas. » Joseph s'assit sur une chaise cassée près de la bâche. L'information était trop lourde à assimiler. 40 ans à travailler pour quelques sous, croyant qu'il ne faisait qu'un travail honnête. Et tout ce temps, il créait quelque chose de précieux. Quelque chose qui aurait pu changer leur vie. « Vos enfants savent ça ?» demanda Victor. « Non. Ils ne se sont jamais intéressés à ce que je faisais. » Joseph regarda ses mains calleuses. « Thomas a dit une fois que je perdais mon temps avec du bois vieux. Que je devrais trouver un vrai travail. » « Un vrai travail. » Victor rit, mais sans joie. Pendant ce temps, il voulait vendre la maison sans savoir que la cour valait plus que le terrain. Martha essuya une larme qui insistait pour tomber. « Ça ne sert à rien maintenant. La maison est détruite. On n'a nulle part où mettre tout ça. Et on ne sait pas comment vendre. Mais moi, je sais. » Victor sortit son téléphone et passa un appel. « James, c'est moi. J'ai besoin d'un gros service. Tu as de la place dans ton entrepôt ? » « Non, ce n'est pas du matériel à moi. C'est pour un ami. » « Combien de temps ? » « Indéfini. »« Merci, mon frère. Je t'en dois une. » Il raccrocha et regarda le couple. « J'ai un ami qui a de l'espace de stockage. Il gardera les pièces jusqu'à ce qu'on règle ça. Gratuitement. Et je connais des gens qui travaillent avec des maisons de vente spécialisées. On peut mettre ces pièces sur le bon marché. »« Pourquoi faites-vous ça ?» demanda Joseph, réellement confus. « Vous n'y gagnez rien. »« Si. Je gagne la chance de bien faire les choses cette fois. » Victor mit les mains dans les poches. « Quand ma mère a eu besoin de moi, je n'étais pas là. Je ne peux pas changer ça. Mais je peux être là pour vous. C'est de l'égoïsme déguisé en bonté, si vous voulez voir les choses comme ça. » Ils passèrent la journée à organiser. Victor appela 2 employés du magasin pour aider. Ils emballèrent chaque pièce avec soin, les chargèrent dans le pick-up, firent 3 voyages jusqu'à l'entrepôt. Ils travaillèrent jusqu'au coucher du soleil. Le soir, Victor emmena Joseph et Martha dans un motel simple mais propre. Il paya une semaine d'avance. « Reposez-vous. Demain, on continue. » Mais ils ne réussirent pas à se reposer. Martha resta éveillée en fixant le plafond fissuré de la chambre. « Tu crois que c'est réel ? Qu'on ne va pas se réveiller et découvrir que c'était un rêve ? Si c'est un rêve, il est meilleur que la réalité qu'on avait. » Joseph était allongé à côté d'elle, sa main enlacée à la sienne. « Mais j'ai peur, Martha. Peur de croire que les choses peuvent s'améliorer. Moi aussi. » Les jours suivants, Victor travailla comme un homme en mission. Il photographia professionnellement chaque pièce. Chercha des techniques et des styles. Découvrit que Joseph utilisait des méthodes traditionnelles shaker et arène craft, des mouvements artisanaux qui connaissaient un regain d'intérêt chez les collectionneurs. Il contacta 3 maisons de vente spécialisées. Il commença aussi à enquêter sur la situation juridique de la famille. Il alla au bureau d'enregistrement, demanda des certificats. Alla à la banque où Joseph avait un compte depuis 30 ans. Parla aux voisins qui connaissaient l'histoire de la famille. Et plus il enquêtait, plus des choses étranges apparaissaient. Un après-midi, Victor arriva au motel avec une chemise pleine de documents et une expression sombre. « On doit parler. » Ils s'assirent à la petite table de la chambre. Victor ouvrit la chemise. « J'ai trouvé certaines choses sur vos enfants. Et sur la maison. » Il montra le premier document. « Alicia et son mari ont tenté d'enregistrer une procuration à votre nom il y a 2 mois. » Fausse. Le bureau a refusé parce que la signature ne correspondait pas. Deuxième document. Thomas a ouvert un compte bancaire conjoint à ton nom, Joseph. Tu as signé ça ? Jamais. Je m'en doutais.
Tentative de fraude. Ils n'ont pas réussi parce que la banque exigeait une présence physique. Victor prit un autre papier. Rebecca a demandé une évaluation de la maison par 3 entreprises différentes. Tout à un prix inférieur au marché. Des entreprises fictives. L'une d'elles appartient au beau-père. 4e document. Daniel a des dettes de jeu. Il doit 400 000 $ à des usuriers. Il est désespéré. Martha sentit la nausée monter. Nos enfants sont des criminels. Ce sont des personnes désespérées qui font de très mauvais choix. Ce qui est pire, d'une certaine manière. Ça signifie qu'ils savent que c'est mal, mais qu'ils le font quand même. Victor rangea les papiers. Mais il y a autre chose. Et c'est important. Il sortit une enveloppe jaunie du fond de la chemise. Tu te souviens d'un grand travail que tu as fait il y a 20 ans? Pour une entreprise de construction? Je me souviens. J'ai passé 3 mois à restaurer le bois d'un manoir historique qui allait devenir un hôtel. Ils ont payé 2000 $. À l'époque, ça semblait une fortune. Tu as signé un contrat. J'ai signé tout ce qu'ils m'ont donné. Je n'ai pas bien lu. J'étais trop emballé par le travail. Victor ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une copie du contrat. Ce contrat comporte une clause qu'il pensait probablement que tu ne découvrirais jamais. Il dit que tu as droit à 2% du bénéfice net de l'hôtel pendant les 10 premières années d'exploitation. Ça semblait rien à l'époque parce que l'hôtel fonctionnait à peine. Mais il y a 5 ans, il a été racheté par une chaîne internationale. Il a fait un bénéfice de 17 millions la première année. Joseph n'arrivait pas à comprendre les chiffres. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils te doivent 340 000 $. Rien que pour la première année. Ensuite, il y a les 4 autres années. Et les intérêts. Et la correction. J'estime au minimum 1,5 million. Le silence qui tomba dans la chambre était épais comme du brouillard. Pourquoi n'ont-ils jamais payé? Demanda enfin Martha. Parce qu'ils pariaient que tu ne le découvrirais jamais. Ils ont enterré le contrat. Et ils auraient réussi si tu n'avais pas rencontré quelqu'un qui savait où chercher. Victor sourit, mais c'était le sourire d'un guerrier avant la bataille. Je vais porter plainte. Nous allons récupérer chaque centime. Et vos enfants vont découvrir que les parents qu'ils ont tenté de voler sont millionnaires. Joseph regarda Martha. Martha regarda Joseph. 40 ans de travail honnête, enfin reconnu. Ce n'était pas de la justice poétique. C'était de la justice réelle. Et elle venait accompagnée d'une vengeance involontaire, mais parfaitement méritée. Quand est-ce que ça commence? Demanda Joseph. Demain. Mais aujourd'hui, vous vous reposez. Parce que quand tout ça explosera, ce sera la guerre. Et vous devez être prêts. L'avocat que Victor avait engagé était différent de Richard. Il ne portait ni costume de marque, ni montre importée. Sandra Chen avait un peu plus de 50 ans, les cheveux attachés en chignon simple, des lunettes à monture bon marché. Mais quand elle parlait, chaque mot avait le poids d'un marteau frappant une enclume. Le dossier est solide. Contrat valide, clause claire, manquement prouvé. Elle était assise à la table de réunion de son petit bureau, des papiers éparpillés devant elle. Nous allons déposer la plainte demain. Mais il faut que vous compreniez, ça va exploser. Ce sera public. Vos enfants vont savoir. Et ils n'aimeront pas. Joseph hocha la tête. Martha serra sa main avec force. On comprend. Il y a autre chose. Sandra poussa un dossier vers eux. Victor m'a demandé d'enquêter sur les tentatives de fraude. Procuration falsifiée, compte bancaire non autorisé, évaluation frauduleuse. J'ai suffisamment de preuves pour poursuivre pénalement. Pas tous les 4, mais au moins Alicia et son mari. Vous voulez qu'on mette notre fille en prison? Martha sentit son estomac se nouer. Je veux que vous ayez toutes les cartes sur la table. On peut utiliser ça comme levier. Forcer un accord. Ou aller jusqu'au bout. Sandra retira ses lunettes, les essuya avec sa chemise. La décision vous appartient. Mais je dis toujours à mes clients, la justice n'est pas vengeance. La justice est restauration. Demandez-vous ce que vous voulez restaurer. Victor était appuyé contre le mur, observant. Je peux parler. Sandra fit un geste de permission. Joseph, Martha, vous avez élevé 4 personnes qui ont tout eu. Éducation, amour, opportunité. Et ils ont tout jeté à la poubelle. Pas parce qu'ils étaient pauvres ou désespérés, mais parce qu'ils sont devenus des gens qui mesurent le monde en dollars. Victor croisa les bras. Si vous laissez passer, qu'apprennent-ils? Qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce que maman et papa pardonnent toujours. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la complicité. Martha ferma les yeux. Des images traversèrent son esprit.
Thomas a 8 ans, pleurant parce qu'il avait peur du noir. Elle restait dans la chambre jusqu'à ce qu'il s'endorme. Rebecca a 12 ans, nerveuse avant la foire scientifique. Joseph répétait la présentation avec elle 20 fois. Daniel a 15 ans, le cœur brisé par sa première petite amie. Il faisait du chocolat chaud et regardait un mauvais film juste pour qu'il rie. Alicia a 17 ans, incertaine pour l'université. Martha lui tenait la main pendant tout l'entretien d'admission. Où ses enfants s'étaient-ils perdus? Faites ce qu'il faut. Joseph parla d'une voix ferme. Tout. Procédure civile. Procédure pénale. Nous voulons la justice complète. Sandra acquiesça. Alors allons-y. La plainte fut déposée un mardi matin. À 14 heures, l'avocat de la chaîne hôtelière appela pour proposer un accord d'1,2 million. Sandra refusa. Elle voulait 1,5 million plus les frais judiciaires. À 17 heures, ils acceptèrent. À 18 heures, les 4 enfants reçurent notification d'enquête pénale pour tentative de fraude contre des personnes âgées. Alicia et Richard reçurent une citation supplémentaire pour falsification de documents. Le téléphone de Martha sonna à 7 heures. C'était Thomas. Elle laissa tomber dans la boîte vocale. Nouveau coup de fil. Rebecca. Ignoré. 3e fois. Daniel. Elle raccrocha. 4e appel. Alicia, en pleurs. Martha répondit. Maman, que se passe-t-il? La police est venue. Ils disent que j'ai falsifié votre signature. C'est un mensonge. Je n'aurais jamais fait ça. La voix d'Alicia était hystérique. Tu dois leur dire que c'est une erreur. Ce n'est pas une erreur. Martha garda la voix calme, bien que sa poitrine soit douloureuse. Tu as essayé de nous voler, Alicia. Toi et Richard. Et maintenant il y a des conséquences. Voler? Maman, on essayait juste d'aider. Vous ne pouvez pas vous occuper de vous-même. La maison tombait en ruine. Papa malade. On allait utiliser l'argent pour vous mettre dans un meilleur endroit. Mensonge. Joseph prit le téléphone des mains de Martha, le mit en haut-parleur. Vous alliez partager l'argent entre vous 4. Vous n'alliez rien nous donner. Vous pensiez qu'on était trop vieux pour comprendre. Silence à l'autre bout. Puis la voix de Richard au fond. Raccroche. Ne dis plus rien. Avocat. Maintenant. La communication tomba. 15 minutes plus tard, Thomas sonna à la porte du motel. Victor répondit, bloqua l'entrée. Ils ne veulent pas te parler. Bouge-toi. Ce sont mes parents. Thomas essaya de pousser, mais Victor ne bougea pas. À 50 ans, il avait encore le corps de quelqu'un qui avait travaillé toute sa vie de ses mains. C'étaient tes parents. Tu as perdu ce droit quand tu les as laissés dormir dehors. Qui diable crois-tu être? Quelqu'un qui a plus de droit de les appeler famille que toi. Victor croisa les bras. Maintenant, dégage. Avant que j'appelle la police. Thomas resta là, le visage rouge de colère. Puis cria vers la porte. Papa. Maman. C'est ridicule. Vous allez poursuivre vos propres enfants à cause d'un inconnu? Cet homme vous manipule. Vous ne voyez pas? La porte s'ouvrit. Joseph était là, appuyé sur la canne que Victor avait achetée. On voit très bien. Pour la première fois depuis des années, d'ailleurs. On voit qu'on a élevé 4 étrangers qui n'ont aucun amour pour nous. Seulement de l'intérêt. Intérêt? On vous rendait visite. On vous appelait. Quand ils avaient besoin de quelque chose. Ou quand la culpabilité les pressait trop. Joseph fit un pas en avant. Vous savez quand a été la dernière fois que vous m'avez vraiment demandé comment j'allais? Vraiment? Pas pour la forme, pas pressé avant de raccrocher. Vraiment. Thomas ouvrit la bouche. Ferma. Aucune réponse. C'est ce que je pensais. Joseph recula. Pars, Thomas. Et dis à tes frères et sœurs, l'argent de l'hôtel est à nous. Les pièces que j'ai fabriquées sont à nous. Vous ne verrez pas un centime. Et si vous continuez à essayer de nous nuire, vous irez en prison. Simple. Vous allez le regretter, dit Thomas, mais sa voix avait perdu de sa force. Quand vous serez seul, sans famille, vous réaliserez vos erreurs. Nous sommes déjà seuls depuis des années. Martha apparut derrière Joseph. On ne l'avait juste pas remarqué. Thomas regarda les deux. Pour la première fois, il sembla vraiment voir les dégâts qu'il avait causés. Mais au lieu de s'excuser, il tourna le dos et partit. Une semaine plus tard, la vente aux enchères des pièces de Joseph eut lieu dans une galerie de Manhattan. Victor organisa tout. Il amena des collectionneurs, des restaurateurs, des directeurs de musées. Les pièces furent nettoyées, photographiées professionnellement,
documentée avec l'histoire qui les accompagnait. La table de salle à manger que Joseph avait fabriquée pour le premier Noël avec les 4 enfants fut vendue 28 000 $. Les chaises, vendues individuellement, totalisèrent 45 000. Le meuble d'angle, 52 000. Au total, 213 000 $. Ajouté à l'accord de l'hôtel, Joseph et Martha avaient désormais 1 700 000 $. Du jour au lendemain, ils passèrent de la misère à la sécurité financière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Mais l'argent n'était qu'un chiffre sur un compte. Ce qui changea vraiment fut autre chose. La nuit après la vente aux enchères, Joseph et Martha étaient assis dans un petit appartement que Victor avait aidé à louer. Lieu simple, mais propre et sûr. Chauffé. À eux. On devrait se sentir heureux, dit Martha, regardant par la fenêtre. On a de l'argent. On a une maison. On a justice. Pourquoi a-t-on l'impression d'avoir perdu? Parce qu'on a perdu. Joseph prit sa main. On a perdu 4 enfants. On a gagné de l'argent, mais on a payé avec la famille. Ça en valait la peine. Joseph réfléchit longtemps avant de répondre. Oui, parce que la famille que nous avons perdue n'a jamais été réelle. C'était une illusion qu'on a entretenue pendant des années. Au moins maintenant, on vit la vérité. Martha pleura. Joseph pleura avec elle. Ce n'étaient pas des larmes de défaite. C'étaient des larmes de deuil. Deuil de la famille qui aurait pu être, mais ne fut jamais. Dehors, la ville continuait de tourner. Des gens vivaient leur vie, élevaient des familles, répétaient les mêmes erreurs ou réussissaient pour la première fois. Et quelque part dans cette immense ville, 4 adultes prospères commençaient à comprendre, peut-être trop tard, qu'ils avaient échangé de l'or contre du bronze et appelé cela victoire. 6 mois plus tard, Joseph était dans le nouvel atelier. Ce n'était pas grand, mais la lumière naturelle passait par les grandes fenêtres et l'air sentait le bois frais. Les outils étaient organisés sur le mur, chacun à sa place. Il travaillait sur une chaise à bascule, les mains bougeant avec la même précision de toujours, mais désormais avec un autre but. Il ne le faisait plus pour vendre ou survivre. Il le faisait parce qu'il aimait ça. Parce que c'était lui. Martha entra avec 2 tasses de thé. Elle devient jolie. C'est pour Carole, dit Joseph, en parlant de la voisine de 17 ans de l'appartement à côté. Elle est enceinte. Elle aura besoin d'une bonne chaise pour allaiter. Tu vas la vendre. Je vais l'offrir. Joseph sourit. On a assez d'argent. Et elle en a plus besoin que nous. Martha embrassa le sommet de sa tête. C'était le Joseph qu'elle connaissait. L'argent n'avait pas changé qui il était. Il lui avait juste donné la liberté d'être cette personne sans peur. Ils avaient utilisé une partie de l'argent pour acheter un petit appartement près du centre. 2 chambres, cuisine ensoleillée, balcon où Martha plantait des herbes. Rien de luxueux, mais c'était le leur, payé, sûr. Le reste, il avait investi avec l'aide de Sandra, l'avocate devenue amie. Joseph avait recommencé à fabriquer des meubles, mais maintenant comme art, pas par nécessité. Martha avait ouvert une cuisine communautaire où elle enseignait aux chômeurs à cuisiner professionnellement. Ils facturaient peu, parfois rien. Le but n'était pas le profit. C'était le sens. Victor venait dîner chaque semaine. Il apportait du vin bon marché et des histoires de la boutique. Il était devenu une famille d'une manière que le sang n'avait jamais garantie. Il était là pour les anniversaires, les jours difficiles, les petites victoires quotidiennes. Présence constante, pas obligation forcée. Les 4 enfants avaient complètement disparu. Aucun appel. Aucun message. Alicia et Richard avaient accepté un accord pour éviter un procès pénal, payé une lourde amende, fait des travaux communautaires. Thomas avait essayé de contester l'action de l'hôtel, perdu, payé les frais judiciaires. Rebecca avait simplement disparu, déménagé. Daniel avait déclaré faillite, les prêteurs sur gage avaient trouvé d'autres moyens de récupérer leur argent. Chacun suivait son chemin, portant les conséquences de ses propres choix. Martha pensait encore à eux. Pas tous les jours, mais souvent. Parfois, elle se réveillait au milieu de la nuit, se rappelant quand ils étaient petits. La douleur ne disparaissait jamais complètement. Elle avait appris à vivre avec, comme une cicatrice ancienne qui fait mal quand le temps change. Joseph était plus pragmatique. Ils savent où nous sommes. S'ils veulent réparer, la porte est ouverte. Mais je ne vais pas rester à attendre. La porte est restée fermée. Jusqu'à un après-midi de décembre, la veille de Noël, quand quelqu'un a sonné à la porte. Martha faisait des biscuits. Joseph montait une maison de poupées pour la fille de Carole. Victor aidait, plus en gênant qu'en aidant. Quand Martha ouvrit la porte, elle se figea. C'était Rebecca. Elle n'allait pas bien. Le visage avait des rides qui n'existaient pas 6 mois plus tôt. Des cernes profonds.
Des vêtements simples, usés. Une petite valise à la main. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans. « Salut, maman. » La voix tremblait. Martha ne répondit pas. Elle regarda simplement, attendant. « Je sais que je n'ai pas le droit d'être ici. Je sais que j'ai tout gâché. Mais… » Rebecca inspira profondément, des larmes commençant à couler. « Mais je n'ai plus personne. J'ai tout perdu. Le cabinet, le mariage, la maison. J'ai essayé de faire les choses à l'envers pendant si longtemps que j'ai oublié comment les faire correctement. » Joseph apparut derrière Martha. Il observa sa fille en silence. Rebecca sembla se recroqueviller sous son regard. « Tu demandes de l'aide ou tu présentes des excuses ?» demanda Joseph. « Les deux. Mais surtout des excuses. J'ai été horrible. Cruel. Je vous ai traité comme des déchets alors que vous m'aviez tout donné. » Rebecca sanglota, les mots sortant précipités. « Il m'a fallu des années pour réaliser que ce que j'avais de plus précieux n'était pas un diplôme ou de l'argent. C'étiez vous. Et quand je l'ai compris, j'avais déjà tout détruit. »« Pourquoi maintenant ?» demanda Martha, la voix contrôlée mais dure. « Pourquoi n'apparais-tu que quand tu as tout perdu? Où étais-tu quand nous étions à la rue? » J'étais égoïste. Lâche. Monstrueuse. Rebecca ne détourna pas le regard. « Je n'ai pas d'excuses. J'ai juste des remords. Et je sais que les remords n'effacent pas ce que j'ai fait. Mais c'est tout ce que j'ai. » Victor s'approcha, resta aux côtés de Joseph et Martha. Rebecca le regarda, puis retourna vers ses parents. « Je comprends si vous ne voulez plus jamais me voir. Je comprends si vous me détestez. Je voulais juste que vous sachiez que je suis désolé. Vraiment. Et que vous méritiez de meilleurs enfants. » Elle se tourna pour partir. La valise lourde à la main, les épaules voûtées. « Rebecca !» appela Martha. Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. « Entre. Il y a des biscuits au four. » Rebecca se retourna lentement, le visage humide de larmes. « Vraiment. Je ne sais pas si nous pourrons redevenir une famille. Peut-être jamais comme avant. Probablement jamais. » Martha essuya ses propres larmes. « Mais tu es là. Tu as présenté tes excuses. Et c'est la veille de Noël. Alors entre. Mange un biscuit. Et on verra après. » Rebecca entra, hésitante, comme quelqu'un qui entre sur un territoire sacré qu'il a profané. Elle s'assit au bout de la chaise, accepta le thé que Martha lui offrit, mangea un biscuit en silence pendant que les autres terminaient la maison de poupée. Ce n'était pas confortable. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas un pardon instantané avec des câlins et des larmes heureuses. C'était gênant, douloureux, plein de silence lourd. Mais c'était réel. Dans les semaines suivantes, Rebecca commença à apparaître plus souvent. Elle aidait à la cuisine communautaire. Elle parlait avec Martha en coupant des légumes. Elle s'asseyait dans l'atelier en regardant Joseph travailler, sans parler beaucoup, juste en étant présente. Elle trouva un emploi dans un centre de santé publique, gagnant un quart de ce qu'elle gagnait avant, mais rentrant chez elle le soir sans honte de ce qu'elle avait fait pendant la journée. Elle s'excusa encore. Et encore. Et encore. Jusqu'au jour où Martha dit « Assez. On a compris. Maintenant arrête de t'excuser et commence à vivre différemment. » Il fallut des mois pour que la relation cicatrise. Il y avait encore des moments difficiles. Martha regardait parfois Rebecca et se rappelait la nuit sous la pluie. Joseph restait parfois silencieux, perdu dans des pensées douloureuses. Mais il continuait à essayer. Parce que la famille n'est pas seulement le sang ou l'éducation. C'est le choix quotidien de continuer à essayer même quand ça fait mal. Les trois autres n'apparurent jamais. Thomas continua à être riche et solitaire. Daniel continua à devoir de l'argent et à fuir. Alicia continua d'être mariée à Richard, construisant une vie basée sur les apparences. Chacun vivant avec les conséquences de ses choix. La veille du deuxième Noël après tout cela, Joseph, Martha, Rebecca et Victor étaient autour de la table. Carole et sa fille bébé étaient aussi là. La table était une que Joseph avait faite, simple mais parfaite. « Puis-je porter un toast ?» dit Rebecca en levant son verre de jus de raisin bon marché. Tous levèrent leur verre. À la famille. Pas celle dans laquelle nous sommes nés. Pas celle que nous avons créée. Mais celle que nous choisissons. Et qui nous choisit en retour. Ils trinquèrent. Ils mangèrent. Ils rirent de mauvaises blagues. Ils nettoyèrent les assiettes ensemble. Et à ce moment-là, dans cette petite pièce chauffée, ils étaient complets. La leçon que Joseph et Martha avaient apprise n'était pas sur l'argent ou la justice. C'était sur la valeur. Ils avaient passé leur vie à valoriser des personnes qui ne les valorisaient pas en retour. Et quand ils ont finalement compris leur propre valeur, le monde s'est réorganisé autour d'eux. Ce n'était pas une fin parfaitement heureuse.
C'était une fin réelle. Avec des cicatrices, des pertes, une douleur qui ne disparaîtrait jamais complètement. Mais c'était à eux. Vrai. Construit sur une base solide de choix honnêtes et d'amour qui choisit de rester même quand il pourrait partir. Et à la fin, c'était ça qui importait. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Votre présence ici compte beaucoup.